Le magazine Historia. Chaque année, le site de Stonehenge accueille 1 million de visiteurs. Tous posent les mêmes questions sur ce mystérieux monument mégalithique. Qui l'a construit? Comment et pourquoi? Pour tenter d'apporter des réponses, des archéologues enquêtent avec de nouvelles techniques et un regard différent. Les hommes qui ont construit Stonehenge étaient de véritables pionniers. C'est un peu leur programme spatial. Ils avancent une hypothèse inédite sur la signification de cet ensemble. Joli tas d'eau. C'est un questionnement sur la vie éternelle, le sens de la vie et de la mort. C'est un beau morceau de Péronnée. Je pense qu'il y a au moins 50 individus. Et peu à peu, un monde très ancien ressurgit. C'est un moment extraordinaire. On commence à voir Stonehenge sous un jour totalement nouveau. L'énigme de Stonehenge est-elle enfin en passe d'être élucidée? À la fois inquiétant et majestueux, Stonehenge est un site marquant de la préhistoire. Il remonte à une époque très lointaine, avant que les Égyptiens n'érigent leurs pyramides. L'âge de pierre en Grande-Bretagne. Le temps a laissé son empreinte, mais ce mégalithe reste une merveille d'ingénierie. Un fossé et un talus encerclent les pierres. Des monolithes verticaux pesant jusqu'à 45 tonnes se dressent sur plus de 6 mètres de haut. Et des dalles horizontales, appelées linteaux, viennent coiffer de gigantesques piliers. Ces géants sont faits de sarcène, un grès de la région qui est plus dur que le granit. Pourtant, ils ont été taillés et sculptés comme du bois. Ces monolithes verticaux sont légèrement effilés et comportent une pointe à leur sommet, qui est prévue pour venir s'encastrer dans les trous des linteaux. Des linteaux courbes, qui s'imbriquent les uns dans les autres, forment un cercle presque parfait. Et malgré une pente légère du sol, ce cercle est à niveau au centimètre près. Les blocs de sarcène sont majoritaires à Stonehenge. Mais on trouve également d'autres pierres, plus discrètes, mais tout aussi étonnantes. Les géologues ont identifié qu'il s'agissait de pierres bleues et qu'elles avaient été transportées depuis le pays de Galles à 240 km de là. Qui a construit le site de Stonehenge? Comment a-t-il été construit? Et pourquoi? Pendant des siècles, ces questions sont restées sans réponse. Mais cela va peut-être changer. Une armée d'archéologues se déploie autour du site. Ok tout le monde. Sous la houlette de Mike Parker Pearson, le projet Stonehenge Riverside regroupe près de 200 scientifiques, spécialistes et étudiants venus de tous les horizons, de l'astronomie à la géologie. Ça fait 6 ans que le projet a été lancé. C'est l'un des plus importants au monde. Donc c'est vraiment l'occasion unique de percer les grands mystères de Stonehenge. C'est une mission, une quête. Une quête pour reconstituer l'époque où le monument mégalithique a été construit et faire revivre ses bâtisseurs. La stratégie des archéologues consiste à creuser non seulement sur le site, mais aussi dans un périmètre élargi. Le site a déjà fait l'objet de nombreuses fouilles au cours du XXe siècle, ce qui a permis d'affirmer que le monument avait été érigé en plusieurs étapes. Les premiers bâtisseurs de Stonehenge ont choisi un terrain vallonné dans la plaine de Salisbury.
Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont creusé dans le sol calcaire un fossé qu'ils ont surmonté d'un talus, ainsi que 56 trous répartis en cercle. Ces trous devaient recevoir les pierres bleues apportées du pays de Galles. 500 ans plus tard, d'autres hommes ont ajouté les grands blocs de sarcène. Les pierres bleues ont alors été déterrées et repositionnées au milieu des monolithes. Plusieurs autres pierres ont ensuite complété le monument. Plus tard encore, 2 talus parallèles sont venus border une longue avenue processionnelle depuis Stonehenge jusqu'au fleuve Avon. C'est au XXe siècle que des archéologues exhument les premières dépouilles de Stonehenge. Dans les années 1920, près de 60 sépultures sont découvertes. Pour la plupart au niveau du cercle extérieur, composé de 56 trous, baptisés trous d'Aubraie. La nouvelle ne fait pas grand bruit, car on ne retrouve quasiment que des os calcinés. Ces gens avaient été incinérés, donc il n'y avait pas de jolis crânes avec de belles dents à exposer, seulement des cendres avec des bouts d'eau calcinés. Ça n'intéressait pas les archéologues. À l'époque, ils étaient convaincus qu'on ne pouvait rien apprendre de ce type d'ossement. Pas un seul musée britannique n'en veut. Et en 1935, les ossements sont à nouveau enterrés dans le trou d'Aubraie numéro 7. L'idée que Stonehenge était sans doute le plus grand cimetière de l'Europe préhistorique a été enfouie dans le trou d'Aubraie numéro 7 et oubliée. Les ossements n'ont plus jamais été déterrés jusqu'à ce jour. Mike Parker Pearson est venu récupérer les morts de Stonehenge, car ils représentent pour lui une mine d'informations. En analysant les os, même calcinés, on devrait pouvoir déterminer l'âge approximatif, peut-être le sexe, et même apprendre des choses sur leur mode de vie. C'est vraiment une chance inespérée d'en savoir plus sur les gens de Stonehenge. Les registres de 1935 indiquent que les os ont été placés dans 4 sacs en toile et enterrés avec une plaque commémorative. C'est la première fois qu'on ouvre un trou d'Aubraie depuis au moins 80 ans. C'est impressionnant. Mais c'est ce qui se cache au fond qui nous intéresse. Et on approche. Regardez. C'est quoi? C'est un minuscule fragment d'os. De l'os calciné. Il y en a d'autres. Il y en a partout. Les sacs en toile qui contenaient les os se sont décomposés. Il va falloir gratter la terre très progressivement. C'est pas très confortable. Pas vraiment. On va s'y mettre chacun son tour et tenir autant qu'on peut. Jusqu'à ce que le sang nous monte à la tête. C'est déjà le cas. On y arrive. Regardez ça. La plaque. La voilà. Tu peux nous la lire? La majeure partie de ces ossements a été exhumée en 1921, 1922 et 1923 et à nouveau enterrée en 1935. Rien qu'on ne savait déjà. C'est vrai, mais c'est chouette quand même. On a enfin atteint les os. Je crois qu'on espérait tous les retrouver bien conservés à l'abri dans des boîtes. Mais on n'a qu'un tas d'os en vrac. Ça alors, joli tas d'eau. Quand on a soulevé la plaque, on a eu un choc. On a trouvé un méli-mélo d'ossements de je ne sais pas combien de personnes. La plaque a empêché la terre de s'infiltrer. Donc même si le sac s'est décomposé, les os sont parfaitement propres. Mais ça va être un sacré puzzle au labo.
J'espérais que ce serait facile, mais c'est le pire scénario possible. Il reste peu de traces des hommes de Stonehenge. Que savons-nous de leur époque? Vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, la première dynastie de pharaons monte sur le trône en Égypte. Les premières cités fleurissent au Proche-Orient, avec l'apparition de l'écriture et de la roue. L'utilisation du métal se répand à travers l'Europe, mais n'atteint pas encore la Grande-Bretagne. Ici, l'âge de pierre est dans sa phase finale, le néolithique. La hache en pierre règne en maître. Avec cet outil, les hommes élaguent les forêts et taillent le bois pour leurs maisons. Les villages sont petits et éloignés. Les hommes élèvent du bétail et se déplacent au rythme de leurs troupeaux. Ils cultivent de l'orge et du blé. On a souvent l'impression que la vie à l'époque du néolithique était pénible et courte. Ce n'est pas forcément vrai. Les gens devaient être plutôt bien nourris. Ils avaient accès à de bonnes ressources alimentaires. C'était un peuple développé, qui avait une vie confortable. Les outils en pierre et les poteries ont résisté à l'épreuve du temps. Mais les objets en bois, en fibres végétales ou en cuir se sont en grande partie décomposés sous l'effet du climat britannique. La vie quotidienne de ces hommes, leurs coutumes et croyances, sont depuis longtemps un mystère. Mais les restes de leurs défunts fournissent de nouveaux indices. Jacqueline McKinley rejoint l'équipe chargée de fouiller le trou d'Aubrey numéro 7. Elle est ostéo-archéologue et identifie tout de suite certains ossements. C'est un beau morceau de péroné, magnifique. Sûrement une deuxième ou troisième molaire. C'est l'arrière du crâne. C'est un homme. Formidable. C'est une collection substantielle. Ça paraît très fouillis, mais en isolant les différents éléments des squelettes, on pourra établir combien de personnes ont été enterrées là, leur sexe et leur âge. Compte tenu de la quantité d'eau qu'on a, je pense qu'il y a au moins 50 individus. En tout, 16 kilos d'ossements calcinés sont envoyés à l'université de Sheffield. Christy Cox est une étudiante de 3e cycle. Elle tente de ressusciter les morts de Stonehenge, pièce par pièce. Il y a des milliers de fragments d'os. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait estimé quand on a commencé les fouilles. Ça doit se raccorder ici. C'est incroyable. C'est ce petit os sur le côté, en haut de la mandibule. C'est l'ATM. Oui. Et ça veut dire qu'on a un individu plus âgé. D'après ces ossements, être inhumé à Stonehenge était réservé à un groupe d'individus particuliers. Dans un cimetière ordinaire, on trouve des individus de tout âge et de tout sexe. Mais la plupart de ces os appartiennent à des adultes. Et la majorité de ces adultes sont des hommes, entre 25 et 40 ans. On constate très peu d'usure sur les ossements. Ça veut dire que c'était des hommes en bonne santé et relativement robustes. Le fait qu'on n'ait trouvé que des hommes est très étrange. Ça veut dire que les morts étaient triés sur le volet. Qu'avait-il de particulier? Je pense qu'il s'agit d'individus qui tenaient un rôle politique important. C'étaient probablement des hommes d'une ou plusieurs familles royales, lesquels étaient peut-être à l'origine de la construction de Stonehenge. Il semblerait qu'à l'époque où Stonehenge a été construit, la société était aristocratique et patriarcale. On n'aurait jamais pu le savoir sans l'analyse de ces os.
Une famille royale aurait réuni la main-d'œuvre nécessaire à la construction du site de Stonehenge. Et d'autres familles ou clans l'auraient imité ailleurs en Grande-Bretagne. Il reste aujourd'hui presque 1 millier de ces cercles de pierre, appelés cromlechs. Les hommes du néolithique ont également construit des mégalithes en bois, mais il n'en reste plus que les fondations. D'après la taille des trous, les troncs devaient mesurer 4,50 m de haut et peser plusieurs tonnes. Les hommes creusaient des trous énormes pour accueillir les poteaux et les monolithes. Nombre de ces cromlechs étaient délimités par une enceinte composée d'un fossé et d'un talus. Comment des hommes ont-ils pu construire à si grande échelle avec les techniques rudimentaires de l'âge de pierre? Non loin de Stonehenge, Mike Parker Pearson et son équipe effectuent des fouilles dans un fossé préhistorique dans la plaine de Salisbury. Ils découvrent tout à coup un outil qui servait à creuser. Oh! Regardez! C'est une pioche, taillée dans des bois de serre. Les ramures servaient à creuser ces fossés au néolithique. On présume que les gens se servaient de ces pioches pour dégager de grosses quantités de terre et les remonter dans des paniers. C'était une tâche extrêmement pénible. Quand ils avaient fini, soit leur pioche était cassée et ils la jetaient au fond du trou, soit ils la laissaient là, délibérément, comme une offrande. Mais comment ces hommes ont-ils transporté des monolithes pesant jusqu'à 45 tonnes? Et comment ont-ils hissé des linteaux au sommet de ces portiques, appelés trilithes? Pour Mike Pitts, l'opération nécessitait beaucoup de main-d'œuvre et une part de légende. On est à environ 30 km au nord de Stonehenge. C'est probablement d'ici que viennent la plupart des blocs de sarsen du cromlech. Ce paysage n'a pas dû beaucoup changer depuis le néolithique. Il y a des arbres, cette forêt qui s'étend et représente la vie, et il y a des milliers de pierres enterrées sous la surface, comme des cadavres. C'est typiquement un endroit susceptible d'inspirer les superstitions, les légendes, la peur et le danger. Trouver un bloc de la taille et de la forme idéale pour Stonehenge devait être une quête sacrée, réservée aux tailleurs de pierre les plus chevronnés. Un peu comme des artistes, ils examinaient chaque bloc avec précaution. Ils étaient habitués à fabriquer des outils en pierre, donc ils connaissaient bien le matériau. Et je pense qu'ils procédaient comme s'ils devaient fabriquer une hache ou une pointe de flèche, mais à plus grande échelle. Ils taillaient d'abord grossièrement les blocs sur place, en les martelant à l'aide d'une pierre. Mais ils ont laissé peu d'indices sur le mode de transport de ces monolithes. 1, 2, 3! Les participants au projet Riverside ont testé différentes méthodes. À l'âge de pierre en Grande-Bretagne, la roue n'existait pas. Les bâtisseurs de Stonehenge ont pu déplacer les blocs en les tirant avec des cordes sur des rondins. Ils ont aussi pu construire des rails en bois qu'ils enduisaient de graisse et placer le bloc sur un traîneau muni d'une sorte de stabilisateur afin que le bloc reste bien centré. Pour mettre un bloc en position verticale, ils pouvaient le basculer dans un énorme trou. 1, 2, 3, tirez! Et ils ont pu hisser les linteaux le long d'une rampe avant de les positionner. Toutes ces techniques sont plausibles, mais il n'y a aucune preuve que ce sont celles qui ont été utilisées. Aujourd'hui, une nouvelle hypothèse se fait jour. Andrew Young s'est pris de passion pour des billes en pierre ouvragées quand il était étudiant à l'université d'Exeter.
Certaines comportent des motifs décoratifs très élaborés, mais beaucoup n'ont pas été retravaillés. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans le nord-est de l'Écosse, une région célèbre pour ses cromlechs. Et on ignore à quoi elles servaient. Certains pensent que c'était des armes, des projectiles ou des pilons pour écraser les légumes. On peut faire plein de choses avec un objet rond en pierre. Mais rien de ce qui a été avancé ne satisfait mes interrogations quant à leur utilité. En s'exerçant à en sculpter, Andrew Young a remarqué un détail étrange. Un grand nombre de ces billes, qu'elles soient décorées ou non, ont un diamètre identique. Beaucoup sont exactement de la même taille, au millimètre près. J'ai cherché à comprendre pourquoi, et c'est là que j'ai eu le déclic. Si elles doivent faire office de roue, il faut absolument qu'elles aient la même taille. Andrew Young pense avoir découvert le roulement à billes de l'âge de pierre. Dans le cadre de sa thèse, il met sa théorie en pratique sur une exploitation agricole près de Stonehenge. Celle-là est plus haute. Il est aidé par d'autres étudiants et par son directeur de thèse, Bruce Bradley, une autorité en matière d'archéologie expérimentale. On va les rapprocher. Andrew m'a présenté sa théorie. J'ai été subjugué car ça tombait sous le sens. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? L'équipe pose 25 mètres de rails en sapin. Ce n'est pas droit. Chaque rail possède une rainure centrale qui pourra accueillir des billes en granit de 7,5 cm de diamètre. Des billes en bois seront également utilisées, car à l'époque de Stonehenge, les hommes taillaient aussi bien la pierre que le bois. C'est bien mieux. En guise de bloc de sarcène, l'équipe dispose de 25 tonnes de sacs de gravier. Mais Andrew Young est inquiet. Je doute vraiment de l'essence de bois qu'on a choisie. Au néolithique, ils auraient sûrement utilisé du chêne. On ne l'a pas fait pour des raisons de budget. Le sapin est peut-être trop tendre. Ils fabriquent ensuite une plateforme sur laquelle ils poseront les 25 tonnes de gravier. Ma pire crainte, c'est qu'on commence à charger et qu'on ne puisse plus bouger. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est le principe d'une expérience. Ils commencent par charger 3 tonnes 3, le poids approximatif d'une pierre bleue de Stonehenge. 1, 2, 3, on y va. On continue, on continue. C'est dur. Mais presque immédiatement, ils ne peuvent plus avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? La charge écrase le bois de sapin. Le poids le compresse tellement qu'on n'a plus le jeu qui est nécessaire. Il y a moins d'1 centimètre. Ce n'est pas bon. Si la plateforme touche les rails, il y aura un frottement. Et les billes ne serviront à rien. Andrew Young avait raison d'être inquiet. Heureusement, il trouve rapidement une solution. Pour compenser l'écrasement du sapin, ils ajoutent un tasseau dans la rainure. 23 mm. Le problème est réglé, du moins pour l'instant. Ils chargent presque 6 tonnes, soit approximativement le poids de 2 pierres bleues. Regardez-moi cette répartition des tâches. Étrange, non? Hé les filles, le signal sera une cocotte. Ok, 1, 2, 3, tirez! Ça bouge! Allez, continuez comme ça. On arrive sur les billes en bois. On prend de la vitesse. On a fait bouger les pierres bleues. Une fois qu'on était parti, c'était bon. On ne pouvait plus s'arrêter. C'est moins lourd que les blocs de sarcène. Mais je suis sûr que ça marcherait. On pourrait les transporter sans problème. Les plus gros blocs de Stonehenge pèsent 45 tonnes. L'équipe a encore une journée pour tester la robustesse de son système de transport.
Acheminer les blocs n'était qu'une épreuve parmi d'autres. Les tailleurs de pierre devaient également les sculpter de façon à ce qu'ils s'encastrent les uns dans les autres. Et ce, avec une très grande précision. En bordure de Stonehenge, l'équipe de Mike Parker Pearson découvre des fragments de sarsen là où ils ne s'y attendaient guère, dans des taupinières. Les taupes nous ont permis de découvrir qu'il y avait du sarsen enfoui sous terre. Ce sont ces petites bestioles qui ont déterré les cailloux. En creusant sur une petite surface, ils exhument toute une couche de débris similaires. Ce carré de fouilles est plein de surprises. C'est là que les blocs étaient couchés et taillés aux bonnes dimensions. Rien que dans cette minuscule zone, on a trouvé 50 marteaux. Voici un marteau. Il se cale parfaitement dans la main. Et il est plein de petites marques en surface, sur le côté avec lequel on frappait. Le tailleur de pierre du néolithique devait se tenir debout à côté du bloc pour les tâches les plus minutieuses. Ça devait prendre des heures d'obtenir une surface aussi lisse. Stonehenge est une réalisation à très grande échelle. C'est facile d'oublier que ces hommes étaient de véritables pionniers. C'est un peu leur programme spatial. Stonehenge est un chef-d'œuvre du néolithique. Mais sa signification reste encore à déterminer. Était-ce simplement le cimetière d'une famille royale? Ou ce site était-il destiné à un plus grand dessein? L'une des hypothèses qui a été le plus longtemps envisagée remonte au XVIIIe siècle. Des savants alors observaient que l'entrée de Stonehenge était dans l'axe du soleil levant lors du jour le plus long de l'année, le solstice d'été. Dans les années 1960, le monument était encore considéré comme un ancien observatoire qui permettait d'étudier la trajectoire du soleil et de la lune. Certains astronomes affirmaient même que l'énigme de Stonehenge était élucidée. Que les choses soient claires, ce n'était pas un instrument astronomique. Clive Ruggles est l'auteur d'un ouvrage sur l'astronomie ancienne. Archéologue et astronome, il a fait ses propres recherches sur Stonehenge. Tout le monde pense qu'il s'agissait d'un observatoire composé d'un ensemble d'alignements. En vérité, nous autres archéologues ne croyons qu'à un seul alignement, et c'est l'axe principal que vous voyez ici. Cet axe traverse le cromlech en son centre, puis se superpose au tracé de l'avenue processionnelle. Dans cette direction, il pointe vers le soleil levant lors du solstice d'été, le 21 juin. Le jour le plus long de l'année, quand le soleil se levait, les rayons du soleil s'engouffraient par ici et ça devait être spectaculaire. Mais si l'axe pointe vers le soleil levant dans cette direction, il a aussi une direction opposée. Suivez-moi. Ça demande un peu d'imagination. On a deux grands trilithes ici, et là, il y en avait un troisième, dont il ne reste qu'un monolithe. Dans cette direction, l'axe pointe vers le soleil couchant le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver. Le soleil descendait par là, et il était dans l'axe. Cet alignement si particulier est significatif des croyances et des rites des hommes de l'âge de pierre. Stonehenge n'est pas le seul endroit où on rencontre un alignement de ce genre. Beaucoup de civilisations partout dans le monde prenaient en compte l'alignement du soleil, de la lune et parfois des étoiles. C'est la preuve que les hommes faisaient un lien entre le soleil et le cycle des saisons et pensaient qu'en organisant les cérémonies au bon moment, ils étaient en harmonie avec le cosmos. Ceci prouve que pour les hommes qui bâtissaient les cromlechs, les solstices étaient des moments particulièrement importants. Mike Parker Pearson a découvert par hasard un indice permettant d'étayer cette hypothèse
alors qu'il ne s'intéressait pas spécifiquement à Stonehenge. Je n'aurais jamais cru faire des recherches ici. J'étais intéressé par plein d'autres choses. C'est un ensemble de coïncidences qui a conduit à la mise en place de ce projet. Mike Parker Pearson avait passé plusieurs années à Madagascar à étudier les pratiques funéraires. Les Malgaches construisent des monuments en pierre pour leurs morts. Car pour eux, la pierre appartient au royaume des ancêtres. Et le royaume des vivants, en revanche, est fait de matériaux périssables, comme le bois. En 1998, Mike Parker Pearson s'est rendu à Stonehenge en compagnie d'un archéologue originaire de Madagascar. Quand mon confrère Ramili Sonina a découvert Stonehenge, par un froid matin de février, ça a été un grand choc. Il a littéralement transformé la compréhension que les archéologues avaient de ce monument, ce qui a conduit à un énorme programme de recherche. Alors là, je crois que c'est un lieu de rencontre pour avoir de relations, de contact avec les ancêtres. Là, je suis convaincu que c'est lié avec les ancêtres. C'est là que ça a fait tilt. J'ai compris que la pierre était associée aux ancêtres, aux morts, et le bois aux vivants. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qui se passait autour de Stonehenge. L'archéologue britannique sait qu'un très grand nombre d'ossements sont enfouis sous le site. Près de 60 sépultures ont été exhumées au XXe siècle et il y en a peut-être 200 de plus. Mais si Stonehenge incarne le royaume des morts, où est le royaume des vivants ? À moins de 3 km au nord de Stonehenge se trouve le cercle des murs de Durrington. Dans les années 60, la construction d'une route a permis de mettre au jour les fondations d'un cromlech de bois, de dimensions presque identiques à Stonehenge. Si les murs de Durrington représentent le royaume des vivants et Stonehenge celui des morts, le lien géographique entre les deux pourrait bien être le fleuve Avon. Les mythologies du monde entier nous ont appris que l'eau jouait un rôle très important dans le passage entre le royaume des vivants et des morts. C'est une théorie astucieuse, mais peu d'éléments permettaient de la confirmer, du moins jusqu'à encore récemment. Mike Parker Pearson a décidé d'entreprendre des fouilles aux murs de Durrington. Les murs de Durrington m'intéressaient, car j'espérais y trouver deux choses. Tout d'abord, il devait y avoir une avenue qui reliait le cercle au fleuve, comme la célèbre avenue de Stonehenge. Ensuite, j'espérais trouver les restes d'un village, un lien avec la civilisation. Les archéologues ont en effet exhumé une avenue de 9 mètres de large qui mène depuis les murs de Durrington jusqu'au fleuve Avon. Et ils ont aussi trouvé de nombreuses traces de présence humaine. On a découvert la base d'une maison. Elle ne fait que 4 mètres sur 4. Il y a des trous de piquets tout autour. Donc c'était une façade en bois avec un enduit à la chaux. C'est la première fois qu'on trouve des fondations de maisons néolithiques en Angleterre. On foule le même sol que les hommes qui vivaient ici il y a 4500 ans. Les fondations de 8 autres maisons ont été mises au jour. Elles ont été construites 2500 ans environ avant Jésus-Christ, soit l'époque à laquelle les blocs de sartène ont été érigés à Stonehenge. Des centaines d'autres habitations sont sans doute enfouies sous les murs de Durrington, rassemblées autour du cercle de bois. Tout ce terrain était probablement couvert de maisons, avec peut-être une grande place centrale, ce qui en ferait le plus grand village d'Europe du Nord de l'époque. Mais ces hommes ne vivaient pas ici toute l'année. Ils venaient seulement pour les grandes occasions. Entre les maisons, l'équipe a trouvé une multitude d'ossements de bœufs
et de cochons. On a trouvé des os encore attachés, ce qui veut dire qu'ils ont dû être jetés avec des restes de tissu mou. Ça nous indique que ces gens venaient festoyer. L'alignement astronomique des murs de Dorrington semble indiquer à quelle époque de l'année ces festins avaient lieu. Le matin du solstice d'hiver, le cercle de bois de Dorrington est orienté vers le soleil levant. Et à la tombée de ce même jour, Stonehenge encadre le soleil couchant. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Le jour du solstice d'été, Stonehenge et son avenue sont alignés avec le soleil levant et l'avenue des murs de Dorrington avec le soleil couchant. Il existe donc un lien entre les deux monuments qui s'expriment les jours de solstice. À ces deux dates, on peut penser que les hommes suivaient le cours du fleuve pour passer du royaume des vivants, les murs de Dorrington, à celui des morts, Stonehenge. Peut-être jetaient-ils les cendres de leurs morts dans les eaux sacrées, telle une offrande. Et peut-être des funérailles royales étaient-elles organisées à Stonehenge à ces mêmes dates. Ces va-et-vient entre les vivants et les morts étaient comme la représentation du cycle éternel qui permettait à la société de continuer à avancer. Mike Parker Pearson a découvert les traces d'un système de croyances très ancien, enfoui dans toute la région autour de Stonehenge. Mais il reste néanmoins une question. Pourquoi ce monument a-t-il été construit sur un terrain si banal et non au sommet d'une colline ? La réponse pourrait bien se cacher sous la grande avenue processionnelle de Stonehenge qui conduit au fleuve Avon. Des spécialistes ont testé la résistivité du terrain en faisant passer un faible courant dans le sol. Cette technique permet de faire apparaître des structures situées sous la surface. On a ainsi pu établir qu'un groupe de sillons courait sous l'avenue sur plus de 200 mètres. Mike Parker Pearson était convaincu que ces sillons étaient les vestiges d'une construction humaine plus ancienne que l'avenue. Son équipe a creusé une tranchée pour en savoir plus. Celui-ci va par là. J'étais persuadé qu'on allait trouver des ravines creusées pour recevoir d'immenses poteaux en bois ou quelque chose comme ça. Mais j'ai été très déçu, car tout est naturel. D'après les géologues, ces sillons se seraient formés entre deux lignes de crête naturelles. Lors de la dernière glaciation, l'eau de pluie et l'eau de la fonte des neiges s'est trouvée canalisée entre ces lignes. Et l'alternance de périodes de glaciation et de dégel a fini par creuser ces longs sillons dans le sol. Mais le plus extraordinaire, c'est que ces sillons ont aussi un lien avec les jours de solstice. Lors du solstice d'hiver, le soleil devait venir se coucher pile au centre des sillons. C'est une coïncidence incroyable. Ces stries naturelles pointaient vers l'endroit où le soleil d'hiver se couchait. Pour nous, c'est purement une coïncidence, mais imaginez pour des gens qui voyaient le monde différemment. Ça devait en faire un endroit sacré et chargé de sens. Pour moi, ça pourrait tout à fait expliquer pourquoi Stonehenge a été construit à cet endroit. Stonehenge se dresse à l'extrémité de cette allée de sillons. On pourrait donc penser que les lignes de crête naturelles ont simplement été surélevées et l'avenue prolongée jusqu'au fleuve Avon. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Personne n'avait jamais fait de fouilles sur les rives de l'Avon, là où l'on pensait que l'avenue se terminait.
Mike Parker Pearson est donc venu avec son équipe. On était venu chercher la fin de l'avenue de Stonehenge. On s'attendait à trouver quelque chose de très simple, de talus et de fossés. Mais on est tombé sur quelque chose de très différent. On a en réalité un fossé qui forme un demi-cercle, et même très probablement un cercle entier. Il délimitait peut-être un lieu de culte. Et qui sait s'il n'y avait pas une stèle au centre du cercle? L'avenue conduisait peut-être à des lieux sacrés au bord du fleuve. Il va falloir creuser encore pour élucider le mystère. Ça va être bon? Non loin de là, Andrew Young et son équipe continuent de tester leur roulement à billes préhistorique. Ils utilisent des sacs de gravier pour simuler le poids des blocs de sarcène qui pesaient entre 7 tonnes pour les plus petits et 45 tonnes pour les plus gros. Prêt? 1, 2, 3. Ils commencent par une charge de 8 tonnes 3. Ils réunissent toutes leurs forces. Non, ça ne va pas. Ça n'a même pas bougé. Il faut dépasser le moment d'inertie. Et manifestement, pour ça, il faut plus de 10 personnes. Certains pensent que des centaines d'hommes préhistoriques ont participé à la construction de Stonehenge. Mais Andrew Young est convaincu que des bœufs ont accompli le plus gros du travail. Il fait un essai avec un tracteur. Un dynamomètre va mesurer la force nécessaire pour déplacer la charge. C'est bien. On continue. Un peu plus vite. C'est bon. Que dit le dynamomètre? Un peu plus d'1,2. C'est très bien. Une douzaine de bœufs auraient sans doute facilement pu en faire autant. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Le tasseau est endommagé. Le tasseau est en train de céder. C'est trop tendre. Andrew Young veut faire un dernier essai. On pourrait enlever les deux du haut et construire une deuxième plateforme pour répartir le poids. Le redistribuer. Bonne idée. On se rencontre enfin. Enchanté. Le grand spécialiste de Stonehenge, Mike Pitts, vient assister à l'expérience. J'ai toujours été impressionné par votre travail. Merci. Et merci de nous apporter la pluie. On l'informe sur les manœuvres en cours. Quand je vois ça, en supposant que vous ayez raison, je me dis qu'il fallait un sol très lisse. Presque une route. Absolument. Une vraie route en bitume. Oui, c'est assez sophistiqué. Oui. J'ai du mal à croire qu'au néolithique, quand ils ont transporté ces pierres, le paysage était aussi plat et dégagé. Il devait y avoir beaucoup de marécages, de forêts, de cailloux, sans oublier les collines. C'était le cas dans n'importe quelle région, pas celle-ci en particulier. Tout à fait. C'est bon? L'installation est prête pour un ultime essai. Cette fois, la charge est d'environ 13 tonnes. C'est parti. Encore. 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 Stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a glissé. Je crois que c'est tombé, mais je ne sais pas où. Le bois n'est plus droit. Oui, mais ça a marché. Vous, je sais pas, mais pour moi, c'est concluant. Bon, on va s'arrêter là, sinon tout le monde va attraper froid. Bientôt, le ciel se dégage. Je ne suis pas du tout convaincu. C'est beaucoup trop complexe. On n'a pas besoin de ce niveau de complexité pour transporter les pierres. Plus c'est complexe, moins ça risque de marcher. Très souvent, on croit que les gens qui vivaient dans une société simple, selon nos critères, ne connaissaient rien à la science, car rien n'était écrit ni formulé. Mais leur propre technologie était leur science.
Je suis content que ma première idée ait fonctionné à grande échelle. Je ne regrette pas d'avoir essayé. On ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Aucun esprit contemporain n'est encore parvenu à comprendre le cheminement intellectuel de ces hommes du néolithique. On ignore toujours comment ils ont transporté ces pierres. Au bord du fleuve, Mike Parker Pearson et son équipe continuent de creuser pour mettre au jour l'étrange structure circulaire. Il semble s'agir du fossé et du talus érodé d'une enceinte. On a un gros trou triangulaire ici. En son centre, ils font une spectaculaire découverte. Une série de trous assez importants. Une fois la zone scannée en 3D, leur fonction apparaît. Ces trous ont été creusés pour accueillir des pierres bleues. Exactement comme celle encore en place à Stonehenge. Cet endroit a été spécialement choisi pour ériger un cercle de pierre. Ils ont dû prendre des pioches en bois de serre et creuser des trous disposés en cercle. Dans celui que vous voyez devant moi, ils ont creusé tout un réseau de nodules de silex en guise de base pour tenir la pierre qui venait se poser dedans. Ces pierres devaient former un mini Stonehenge sans les linteaux, mais elles étaient très rapprochées et hautes de 3 mètres par endroit. Au total, le cercle comptait probablement 25 pierres. L'équipe le surnomme Blue Stonehenge, le Stonehenge bleu. Quand a-t-il été construit? Quand a-t-il été détruit? Où sont passées les pierres? On commence à trouver des réponses à nos questions. Des pointes de flèches retrouvées dans les trous indiquent que ce cromlech aurait été construit vers l'an 3000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, l'époque à laquelle les 56 pierres bleues de Stonehenge ont été érigées. Les deux mégalithes étaient peut-être intimement liés. Il est tout à fait possible que les deux cercles aient été construits comme un ensemble, l'un au bord du fleuve et l'autre à l'endroit de l'alignement avec le solstice à Stonehenge. Ils marquaient les deux extrémités d'un chemin de procession. Que sont donc devenues les pierres bleues du cercle près du fleuve? Mike Parker Pearson pense qu'elles ont été transportées à Stonehenge probablement en 2500 avant Jésus-Christ, quand les blocs de sarcène ont été érigés au centre du mégalithe. Les pierres bleues situées au bord du fleuve et celles qui se trouvaient dans les trous d'Aubraye ont alors été déterrées afin d'être imbriquées à l'intérieur du cercle de blocs de sarcène. Quelle était la signification de ces pierres pour les hommes qui ont construit et reconstruit Stonehenge? Pourquoi se sont-ils donné la peine de les faire venir du pays de Galles, à 240 km de là? Les premiers agriculteurs britanniques se sont installés au pays de Galles 1 millier d'années avant la création de Stonehenge. Mike Parker Pearson pense que ce sont leurs descendants qui ont apporté les pierres bleues dans la plaine de Salisbury. Celui qui déplace une pierre enracine son identité et celle de sa lignée dans la terre. On dit voilà d'où on vient, mais on vit ici maintenant. Et ces pierres symbolisent la présence de nos ancêtres. Je pense que c'est un moyen de transposer sa lignée et ses racines sous la forme de pierre et d'exprimer son appartenance. 2500 ans avant Jésus-Christ, Stonehenge est devenu un monument unique, le symbole de tout ce qui était possible à l'âge de pierre.
C'est l'un des derniers mégalithes construits dans le sud de l'Angleterre. Il marque la fin d'une ère et non l'apogée d'une civilisation puissante. C'est un peu comme un chant du cygne. Stonehenge n'aura plus la même importance, car une révolution gagne la Grande-Bretagne. Le cuivre, l'or et bientôt le bronze font leur apparition. Pour les hommes qui ne connaissent alors que la pierre et le bois, le métal va presque tout changer. Avec lui, l'accent est mis sur l'enrichissement personnel et le statut social. Les morts sont désormais inhumés avec leurs richesses dans des sépultures individuelles. On en a retrouvé des centaines dans les environs de Stonehenge. C'est la fin de l'ère des grands monuments communautaires. Symbole d'éternité, le monument de Stonehenge a été bâti pour traverser les âges. Mais au fil des siècles, les hommes ont peu à peu tourné le dos au grand cercle de pierre. Et son influence a été éclipsée par une nouvelle technologie, un nouveau mode de vie. Dans l'histoire de l'humanité, il en a souvent été ainsi. Les enquêtes sur la préhistoire vous intéressent, vous n'allez pas être déçus. Dans un instant, nous décrypterons un joyau paléolithique datant de 15 siècles avant notre ère. Une frise mise au jour dans le Poitou.